Oui, chef et locaux, nous approchons de la base. Nous allons zoomer. Oui. Devinez où on est là. Devinez. Devinez qui je suis. Hein? Regarde. Et ouais, maintenant je fais ça en satellite. Ça te dit rien toujours? Non? Regarde. Le K12, ça te dit rien? C'est le père du K2. Toujours rien? Regarde. Ouais, je fais le bruit du satellite, ouais, du zoom. Préfecture de Hotan. Gare, en dessous, c'est écrit en quoi? Islamabad, pas loin. Eh ouais, Jammu et Cachemire. Il y avait Ben et Jerry, Jacob et Delafont, il y a Jammu et Cachemire. On va parler un petit peu de cet incident à 60 morts. Ouais, 60 morts. Ouais. Alors ça se passe là. C'est bien Google Maps, hein. Franchement c'est bien le progrès, quand c'est bien utilisé, hein, bien évidemment. Hein, tout est outil, après c'est ce que t'en fais qui. Alors où est-ce que c'est ça? Non mais il faut revenir mon ami. Alors attends, j'ai voulu faire le malin. Je crois que c'est par là. Vallée de Galwan. Alors c'est pas en Irlande, hein, mais ouais, ça doit être là, hein, c'est ça. Hein. Alors attends, on va retaper. Hein. Alors vallée de... Non, vallée c'est deux L. On prend notre temps, c'est dimanche. De Galwan. Ouais, c'est ça. Ouais, j'espère. Normalement, Galowan River. Voilà, on y est. C'est compliqué. Ouais, d'ailleurs, on y était. C'est là où il y a eu l'escarmouche entre des soldats chinois et des soldats indiens. Un coup de bâton, à l'ancienne. Non, mais rigolez pas, coup de bâton, de pierre, de casque, de papa, de naner, de ce que tu veux. Et ils sont bien allumés. Et une vingtaine de morts indiens, apparemment beaucoup sont tombés de la rivière. La rivière en bas, la belle rivière. De Galwan Rivière. Et quant aux autres, bah, ils sont tombés sous les coups tout simplement. Les Chinois n'ont pas donné le nombre de morts, mais on estime entre 35 et 43 morts le nombre de morts chinois. C'est amusant parce que les Indiens étaient arrivés en masse quand même et ils ont un peu moins de morts que les Chinois, mais pas tant que ça quand même. Donc c'est un incident. C'est un incident. Un incident à 60 morts. Et non, c'est pas rigolo, moi ça m'amuse pas ce genre de choses. Alors ensuite, non, excuse-moi, il faut que je te montre d'autres trucs. Mais oui, je vais te la faire elle locaux. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de zoomer, dézoomer. On est d'accord, toi et moi. Voilà. Et bien là, on va zoomer et dézoomer, mais dans le temps. Et dans l'espace. Là, on dézoome. Donc, si tu veux, le problème était. Ah oui, mais là, il peut pas. T'as un problème là, on est d'accord. Un problème là. Là, tu as le corridor de Siliguri. Là, c'est l'Inde. Là, c'est l'Inde. Tu vois où est le problème, hein? Les Chinois qui ont déjà annexé toute cette partie en 62, hein, l'équivalent, je crois, de la France, hein, je crois qu'il y a 200 000 km², donc l'équivalent d'une bonne moitié ou d'un bon tiers de la France plutôt. Les Chinois et n'importe qui d'autre en coupant ici, bah, ils privent l'Inde d'un accès au restant de ses terres. C'est ce qu'on appelle le coup de poulet. Ah, tu le tords, il n'y a plus de poulet, hein, le poulet il chante. Mais ce qui s'est passé à Galway, je vais essayer de te le montrer. Je tiens absolument à te montrer une carte. Je tiens absolument à te montrer une carte. Alors, je te demande un instant. Une carte ensemble. Carte Inde. Non, carte Asie. Quand on fait de la géopolitique, on crée un contexte dans le temps, dans l'espace. On explique tout, les tenants, les aboutissants. C'est pas genre je te mets une nouvelle et je te balance du factuel parce que ça serait stupide de ma part. Tu peux le faire. T'as pas besoin de moi pour ça. Non, alors moi je veux une carte, mes amis, une vraie carte, quelque chose qui puisse être, tiens, celle-là par exemple. Alors tu vois là entre le Népal et le Bhoutan, tu as le corridor de Siliguri. Nous on va parler plutôt de cette partie-là. Cette partie-là, je ne sais pas si tu vois, hein, entre l'Afghanistan, enfin entre le Pakistan, la Chine et l'Inde. Cette partie frontalière, c'est là où se sont passés les combats. Je ne sais pas si tu te rappelles. Attends, je t'ai pas remis la carte. Je suis désolé. Voilà. Je vais te remontrer ça doucement. Donc là, corridor de Siliguri. Nous, on va parler d'ici. Mais avant, j'aimerais te faire un petit récapitulatif d'ordre didactique. J'aime bien, j'ai envie d'utiliser plein de mots savants aujourd'hui avec un ton docte, un ton calme. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens, la Russie et la Chine ne sont pas amis.
Ah, ils sont pas du tout amis. Ils se sont affrontés ici. Ici, exactement. Et regarde la Russie jusqu'où elle va. Vladivostok, c'est là. Hein, donc, si tu regardes la carte asiatique, tu vois trois gros. Russie, Chine, Inde. J'ai envie de te dire France, Allemagne, Angleterre. 600 ans d'histoire européenne. Expliquée par une rivalité entre trois mâles dominants. Là, c'est pareil. C'est trois mâles dominants. En tout cas, deux dominants et un qui ne veut pas se laisser dominer, l'Inde. Les trois ont des régimes patriotes, nationalistes, c'est pas un gros mot hein, quand je dis ça. Mais les trois ont un régime quand même qui ont des régimes qui s'appuient, des régimes politiques qui s'appuient sur un nationalisme, un fort patriotisme, pour donner du sens à leur combat économique. L'incident là que je vais évoquer, je vais pas, je vais pas prendre parti, ça m'intéresse pas. Après, ça ne m'empêche pas de te dire qui est fautif, qui ne l'est pas, mais j'aimerais qu'on revienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Russie commence à acquérir la bombe A en 1948. La Russie devient une puissance nucléaire. Elle peut maintenant, grâce à ses CBM, lutter contre les USA. La Chine n'en est pas encore là. La Chine est très en retard. Et la Chine, c'est le petit frère de la Russie, jusqu'à Khrouchtchev, 54. Parce qu'elle espère, Mao espère qu'au contact de la Russie, qui a la même idéologie, elle espère progresser. Les Russes sont pragmatiques, ils se disent, oh, le petit frère, il va vite grandir, il va vite grossir, il va faire 3 mètres. Et en plus, il a mon idéologie, il va la récupérer, c'est lui qui va avoir le leadership. Donc très vite, on s'inquiète en Russie. Ça a toujours été des rivaux. Et il a fallu attendre Poutine pour voir des relations plus ou moins amicales, une décrispation, parce que les deux sont très pragmatiques. Ils se sont dit, si on se mettait l'un avec l'autre, si on s'entraidait, on pourrait faire la nique à l'OTAN et aux USA. Mais la Russie reste méfiante. La Russie, c'est un immense territoire de 17 millions de kilomètres carrés. Et le sud de la Russie, au niveau de la Mongolie, au niveau de la Russie, c'est très squatté par les Chinois. Et les Chinois ont besoin de s'étendre, ont besoin de donner des débouchés à leur population. On a beaucoup, beaucoup de Chinois qui émigrent dans le monde, hein, souvent des commerçants, des gens relativement aisés. La Chine a construit des villes, je crois qu'elle a 10 villes à 50 millions d'habitants. Bah, Wuhan, la fameuse ville du Covid, fait partie de ces villes nouvelles qu'elle a construites. À une époque, on s'étonnait de voir des villes immenses et entièrement vides se construire. Bah, c'était pour abriter des gens. Et donc, la Chine lorgne sur ces terres, les terres du sud-est de la Russie. En 54, je vais y venir à l'incident. En 54, Khrouchtchev arrive. En gros, pour te la faire rapide, il veut pas trop aider les Chinois à obtenir leur bombe atomique, leur bombe H. Ils l'obtiendront dans les années 60, en même temps que la France, 68, 67, dans ces eaux-là, il faudrait que je vérifie. Ou je te laisse aller vérifier, Wikipédia est ton ami. Et les Chinois commencent à se rapprocher un petit peu des Américains. Ils se disent, on va jouer, tu sais, façon Erdogan, quoi. Tiens, on va jouer avec l'un, puis on va jouer avec l'autre, puis on va jouer avec l'un et avec l'autre, et on va faire des va-et-vient jusqu'à qu'on ait ce qu'on veut. La réelle politique, dans les deux cas. Et il y aura une guerre, donc, en 69, où la Russie a failli utiliser son armement nucléaire, puisque les Russes, à l'époque, c'était encore Khrouchtchev, à moins que ce soit Brejnev, ont averti Nixon et ils lui ont dit, écoute, tu as du nucléaire, j'ai du nucléaire, on est d'accord pour pas l'utiliser entre nous, mais laisse-moi utiliser du nucléaire tactique pour mater les Chinois parce qu'ils sont nombreux. Et ça s'est battu pour une île à 2 balles. Il y a eu 25 000 morts, hein, officieusement. 25 000 morts. Hein. Il y a eu une vraie guerre. Hein. Et les Russes ont gagné. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a aussi un ordre. La Russie a toujours, pour l'instant, a dominé les Chinois, même si elle en a peur, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas qui battrait l'autre. Les Chinois ont toujours dominé les Indiens ont toujours dominé les Pakistanais et les Bengalis. Et si la Russie a réussi avec Poutine là, à plus ou moins ne pas paraître agressive, parce que la Russie a toujours été sur la défensive, il faut être honnête, très souvent elle a été en retard, elle rattrapait son retard, elle n'avait pas le temps d'être expansionniste. La Chine et l'Inde ne sont pas très très appréciés par leurs voisins, les deux. Les Chinois, au vu de ce qu'ils font en mer de Chine, vu qu'ils instrumentalisent la Corée du Nord et ils menacent le Japon, ils s'installent en Chine et ils prennent des îles aux Vietnamiens, ils prennent des îles aux Philippins, ils prennent des îles à tout le monde. Et c'est le joueur de Go qui s'installe doucement, sûrement, qui t'oblige à réagir. Si tu réagis pas assez vite, il est déjà là. Ensuite, il faudra réagir beaucoup plus vite, comme en mer de Chine maintenant. Va les dégager des îlots qu'ils ont construits et des îles Spratly et des autres îles qu'ils ont pris. Pas loin des Mariannes, il me semble, si je dis pas de bêtises, à vérifier aussi.
C'est un joueur de Go. Le russe est un joueur d'échecs, l'américain est un joueur de poker. C'est exactement comme ça qu'il procède. L'américain bouscule, prend l'initiative, tente des coups, le russe joue aux échecs, le désamorce, et le chinois, lui, tranquille dans l'ombre. Il y a rien de péjoratif quand je dis tranquille dans l'ombre ou machin. Je suis pas en train de sortir des clichés stupides, hein. Tu sais, du chinois fourbe, machin, c'est pas ce que je te dis. C'est que la Chine a évité tous les conflits à l'heure actuelle et en 30 ans a récupéré son retard et est devenue une énorme puissance. C'est la troisième puissance dans le monde, militairement. Si c'est pas la deuxième. Si c'est pas la première, va savoir. J'en profite au passage pour dire que pour demander à la personne, je ne sais plus laquelle c'est, l'abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur les défenses antiaériennes intégrées et de parler de l'Algérie. Ben écoute, c'est fait, c'est sur Patreon. Pour pas t'obliger à aller sur Patreon, je ne vais pas te faire de la pub et te demander d'aller t'inscrire sur Patreon. Même si c'est vrai que Patreon, tu peux y aller pour 3 euros, hein. Je crois que maintenant tu as une soixantaine de vidéos. Prochaine vidéo, c'est la tuerie de Chevaline, hein. Je vais vous donner un petit peu mon hypothèse de travail. Mais tu m'envoies un message à lejugeredoutable, et je t'enverrai le lien de la vidéo, tu la verras gratos. Voilà, c'est juste, tu me l'as demandé, tu es un abonné, j'ai envie aussi voilà, de temps en temps, il y a certains abonnés qui pourront le confirmer, de temps en temps, j'envoie un lien d'une vidéo Patreon à un abonné parce qu'il veut voir juste cette vidéo. Reprenons. Donc il y a une hiérarchie dans un continent où ils ne sont pas amis, et où on fait de la vraie politique. De la politique à 5 ans, de la politique à 10 ans, de la politique à 20 ans. Les Russes savent bien que si aujourd'hui les Chinois sont leurs amis, dans 15 ans, ça ne le sera plus. Ils les auront doublés, s'ils savent faire. Et ils ont un problème de natalité, les Russes. Un gros problème de natalité. 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions de personnes. La Chine, 9 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard ou 1,6 milliard. Et l'Inde, c'est pareil, c'est un continent. La Chine avec Mao, donc petit à petit, s'est émancipée de la Russie dans les années 50, 60. Guerre, bon, elle s'est fait calmer, hein. Il y a eu des morts des deux côtés, mais elle s'est fait calmer. Elle n'avait pas l'armée pour. Elle avait compris que pour l'instant, la montée vers le nord, ben, c'est pas ça. Il fallait attendre un petit peu. Mais dans 30 ans, elle montera vers le nord. Elle voudra récupérer les terres sibériennes et monter jusqu'à l'océan Arctique. C'est inéluctable, il suffit de voir la carte. Le jour où la Chine est beaucoup plus forte que la Russie posera un pied à terre, ça s'appelle les relations internationales, ils en profiteront, c'est automatique. La nature a horreur du vide. Il y aura toujours une force qui prendra le pas sur une autre. C'est ce que ne veulent pas comprendre les chialeuses de la géopolitique et de l'histoire. C'est la vie, c'est comme ça. Tu es face à un système qui agit, qui n'a pas forcément de conscience, qui agit automatiquement. Lorsqu'on regarde au niveau des pays, il y a une conscience, la conscience des peuples. Mais lorsque tu remontes, tu vois un mécanisme. Alors maintenant que tu sais comment le mécanisme fonctionne, évite de te faire pincer les doigts. Au lieu de chialer sur le fait que le mécanisme te passe les doigts, comprends qu'un pays qui faiblit, c'est des pays qui font. Et ils font pas bli, eux. T'as vu la vanne glisser là, tranquille? Oh là là, je suis trop fort. Revenons à nos moutons. La Chine et l'Inde, c'est deux régimes très très nationalistes. Très 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 nationalistes. Pour pas dire plus. Notamment en Inde avec le BJP, pour pas dire plus. Ce sont des pays, surtout l'Inde qui a été magnifié, alors que c'est un pays qui n'est pas joli joli pour la condition de la femme, pour la condition des étrangers, pour la condition des musulmans. Les musulmans ont le droit d'exister aussi, hein. Euh, Même en Inde. Pour le droit de tout, hein, d'ailleurs. Et ils commencent à être revanchards un peu. Oui, on s'est fait dominer pendant 3 siècles. On en veut aux Occidentaux. Mais si tu veux, pour l'instant, tu le ressens pas, c'était occidental, parce qu'ils sont encore faux cul. Ils vont pas t'attaquer de force, mais ils sont hyper nationalistes. Donc, pour voir un petit peu comment une population regarde, comment elle considère un pays supposé moins fort qu'elle, ou moins riche, tu verras à peu près le comportement ensuite qu'il aura vis-à-vis de toi si jamais tu mets un genou à terre. La Chine donc poursuit vers le sud. C'est ce qu'elle fait toujours. Mer de Chine, mer de Chine, elle veut récupérer Taïwan, elle a récupéré Macao, elle a récupéré Hong Kong, elle est en train de la digérer, elle dirige plus ou moins la Corée du Nord, elle veut bloquer la mer de Chine, elle est en train de repousser les Américains. Alors je vais te montrer un petit peu, hein. Première ceinture, deuxième ceinture. Nous, on détruit les ceintures. On détruit la Libye, on détruit la Syrie, on détruit les ceintures qui ceinturaient l'Europe et qui protégeaient l'Europe des migrations. Migrations provoquées par les iniquités économiques mondiales. On est d'accord, les gens ne migrent pas par plaisir ou pour un portable, ils migrent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis il y a aussi les conditions climatiques qui font que certaines régions ne sont plus viables. Donc les gens remontent vers le nord, ça c'est toujours fait, des migrations depuis la préhistoire. Voilà,
Ça ne veut pas dire qu'il faille cautionner ou pas, mais pareil, encore une fois, trouver une solution plutôt que de pleurer et voir peut-être que le comportement qu'ont les grandes puissances depuis 50 ans ne favorise pas non plus l'épanouissement sur la Terre et les gens, bah, ils viennent là où il y a de la richesse. Ça, c'est toujours fait, je veux dire, les gens quittaient. C'est pour ça que Rome accordait un statut de citoyen à sa population, mais même pas au reste de l'Italie et a empêché les déplacements. Et tu ne pouvais pas te déplacer comme ça. C'est pour ça que tous les grands empires ont eu la capitale, hein, leur centre de richesse qui a tiré toutes les richesses d'ailleurs, hein. New York, hein, Babylone, New York. Et tu pouvais pas y aller comme ça, toi. La Chine, revenons à nos moutons, mer de Chine occupe un tas d'îles, en fabrique aussi, en allant chercher du sable d'ailleurs ailleurs, en fabrique, s'installe et crée une zone A2, AD, anti-access aérial, ouais, aérial des Nièdes. Allez voir ce que c'est, il y a une vidéo sur Patreon pour ça. Ouais, là je fais ma pub par contre. La Chine investit le Tibet en 51. Le Tibet, c'est le plateau du Tibet, c'est 4,5 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. C'est des réserves hydriques. En veux-tu, en voilà. Hydrique, c'est l'eau, hein, je te le dis, ça t'évite d'aller. C'est pas le potasse hydrique. Euh, la Chine, donc, a pris le plateau du Tibet en 51, puis il a commencé à lorgner sur ses frontières sud. Son armée commençait à monter en puissance, mais même si jusque dans les années 90, c'était quand même une armée de pied-taille et de nombre et de masse. Mais elle était là. Je veux dire, si tu te prends 10 millions de mecs avec des bâtons, c'est quand même 10 millions de mecs. Hein, t'auras beau avoir une mitrailleuse, tu les tueras pas tous, et eux par contre ils vont te submerger. Et puis après ils vont te prendre ta mitrailleuse. Allez demander aux Américains qui ont pris une branlée en Corée du Nord. Lorsque les Chinois sont intervenus, ils ont perdu 500 000 hommes en Corée du Nord, mais ils ont affronté les Américains, ils les ont repoussés. Allez, allez, jusqu'à Séoul. Là, tu as une meilleure vision de l'Asie. Contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas deux Asies, mais il y en a plusieurs. Tu as l'Asie arabique, tu as l'Asie turque, tu as l'Asie indienne et tu as l'Asie chinoise. C'est ma libre interprétation. Excuse-moi, quand je suis au Yémen, je suis en Asie, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de culture indienne. Lorsque je suis en Irak, je vois plus de la culture turque ou arabe que de la culture indienne. Après, au Turkménistan, voilà, c'est un dégressif. Ensuite, plus tu vas vers l'Afghanistan, plus ça se rapproche de l'Inde, plus c'est l'Inde, l'Asie indienne. Et plus tu t'approches de la Chine, hein, la Mongolie, ça ressemble pas à la Turquie. La Malaisie, c'est plus, voilà, et puis même la population, leur faciès. Donc tu vois, trois gros, mais surtout deux. Alors trois gros, c'est pas vraiment des gros, comme je te l'ai dit, parce que l'Inde a un retard aussi. Un retard militaire, un retard technologique, un retard surtout. C'est incompréhensible. La Chine a pris de l'avance alors que c'était l'Inde qui devait doubler la Chine. C'était l'Inde qui était le plus aidé. C'était l'Inde qui devait être le bon élève. Et ça l'a pas fait. Pour des raisons qu'on expliquera un autre jour, on n'a pas le temps. Donc, après la prise du Tibet, bah, les Chinois commencent à lorgner. Et on assiste donc à... Alors on va essayer de trouver une carte. On assiste notamment à... Bah tiens, c'est super, c'est celle-là que je voulais. Voilà, le plateau du Doklam ou du Doklam, ou appelle-le comme tu veux, mais c'est un plateau, c'est l'Igurie qui est là. Les Chinois tentent des incursions sur ce plateau. Les Indiens n'aiment pas trop, il y a des échanges et des trucs. En 62, les Chinois rentrent et il y a une guerre. Il est gros le plateau, hein. Attends, je vais essayer de te trouver quelque chose de mieux. Il y a une guerre. Non, là on ne voit pas. C'est là où il y a marqué chinois. Et les Chinois, depuis, ont gardé ce territoire. Ils ne veulent pas le rendre. L'Inde a perdu la guerre. C'est marrant parce que le seul petit pays qui a résisté aux Américains, aux Français et aux Chinois, c'est les Vietnamiens. Eux, par contre, personne n'a pu les mater. Voilà. Donc, les Chinois en ont profité. Et partant de là, ils ont continué à lorgner. Toujours pareil, la technique du joueur de Go. Ils s'installent doucement. Voilà. Ils ont continué. Et ils lorgnent ici. En 62, il y a ce qu'on appelle la ligne effectif, la ligne de contrôle effectif. Il y a des territoires là qui sont revendiqués par la Chine, alors que ça ne lui appartient pas, je suis honnête, avec les Indiens. Les Indiens essayent de chasser. Les Chinois, leur technique, c'est qu'ils installent des soldats, ils commencent à mettre des infrastructures, ils se positionnent, ils construisent des routes, etc. Et puis il faut les déloger, ils signent, mais ils partent pas, etc., etc. C'est ce qui donnera, voilà, c'est ce qui donnera à plusieurs reprises des tensions. Et c'est ce qui a donné lieu à un incident. Mais ça fait des années que ça couvre. C'est l'incident le plus grave depuis 75, mais il y en a régulièrement. Les Indiens les découvrent, envoient des troupes, les Chinois acceptent de reculer, ils reculent pas, ils reculent, ils reculent pas, ils reculent, et au bout d'un moment ça se tire dessus. Et là le problème c'est que c'est à 5, 6, 7 000 mètres d'altitude. Enfin c'est surtout entre 4, 5 et 6 000 mètres d'altitude, que je te dise pas de bêtises, c'est l'Himalaya. Donc tu te bats pas avec des F-16 là.
Il faut acheminer des troupes là. Regarde. Zoom satellite. Bzzz. Regarde, c'est voilà. Voilà. Tu vois un peu le truc? C'est la montagne. La montagne, ça me gagne. Tout ça, c'est de la montagne. Ça se voit. C'est les contreforts, c'est les pieds de l'Himalaya. Contrefort de l'Himalaya. Voilà. Et là, ce qui a été pris par les Chinois, c'est là. L'Arunachal Pradesh. C'est un nom indien, mais les Chinois ne veulent pas lâcher, alors qu'ils ont 9 millions de kilomètres carrés. C'est un monde finalement où les gros exercent la loi du plus fort sur les petits et il n'y a pas de justice, quoi. C'est de la prédation. Dès que t'es gros, c'est de la prédation. Donc soit tu crées un ordre international avec une vraie force, soit tu te contentes de constater, puis t'as que tes yeux pour pleurer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, concrètement, voilà, les Indiens ont remarqué, alors je sais pas comment, je pense leurs satellites, ils ont remarqué qu'il y avait des Chinois qui s'étaient installés tranquillos, hein. Alors attends, pardon. Qui s'étaient installés tranquillement, hein, détachement, qui avaient commencé à construire des trucs. Voilà, comme chez Mémé, ils s'étaient installés en train de jouer au Mahjong. J'exagère un peu, mais il est où le K12? C'est mon repère. Ah ouais, c'est le repère. Bref, il s'était installé, hein. J'ai pas besoin de te montrer la carte, t'es pas non plus Goliot, hein, tu vas comprendre de par toi-même. Il est où le K12? Si, je vais te la montrer quand même. Tu vois le problème avec ces zooms. Ah voilà, ça se passe là. Ça se passe là, hein, c'est là, regarde, ça se passe là. Je suis sûr que c'est là, Galway Motel, je sais pas quoi. Non? Oui? Vas-y. Ouais, c'est par là, hein. Ouais, je suis pas sûr que ce soit là. Non, c'est pas là. C'est pas le même truc. Bref, ils les ont découverts, ils se sont installés, les Indiens sont arrivés, c'est deux puissances nucléaires, ils ont envoyé des détachements de type, ils sont arrivés, ils se sont posés, ils sont arrivés avec des bâtons, des battes de baseball, des ce que tu veux. Le truc c'était vous tirez pas un coup de feu, vous les sortez. Les Indiens sont arrivés, ils ont brûlé le campement, les Chinois ont entendu le soir, ils ont eu des ordres apparemment, ils se sont mis à se battre. Il y a la rivière en bas, de part et d'autre, tu as des soldats, ça se fait souvent. C'est l'option entre la guerre, je déclenche la guerre ou je laisse faire. C'est l'option intermédiaire, encore une fois. Donc pas de coup de feu, ça se met face à face, ça se cogne dessus. Il y a des gens qui tombent dans la rivière, il y a un colonel indien qui est tombé, alors leurs colonels ils se battent avec eux, hein. Tu sais, t'arrives avec ton régiment, tu sais, c'est carrément en bande quoi. Là, c'est voilà, est-ce que les colonels de l'OTAN le font, ça je sais pas. Mais t'arrives avec ton régiment en bande, t'enlèves le ceinturon, t'enlèves ce qu'il y a enlevé et ça commence à se cogner et tout. Coup de bâton à coup de pierre, de bâton clouté, de. Ah, c'était terrible, une discussion à bâton rompu. 20 morts indiens, les Chinois ne veulent pas donner leurs morts, on estime entre 35 et 43 morts chinois, 10 prisonniers indiens, énorme incident. Depuis, peu de temps avant, ils avaient conclu, le 6 juin, ils avaient conclu une trêve dans la zone, les Chinois ne sont pas partis, ils ont envoyé un détachement, les Indiens allaient sortir, et ça a donné lieu à ça. Ensuite, ils rediscutent, les Chinois disent d'accord, on bouge, vous bougez, on bouge, il n'y a personne dans la zone, on va laisser cette zone sans troupes, les Indiens partent, les Chinois restent. Et là, là, à l'heure où je te parle, je suis certain qu'il y a encore des Chinois. C'est-à-dire qu'ils appliquent la technique du joueur de Go, ils appliquent aussi le mensonge comme technique. Ils signent et après ils disent non. Parce qu'ils savent de toute façon que les Indiens ne peuvent pas les déclarer la guerre. Donc ils multiplient les incidents comme ça. C'est très 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 agressif. Je m'excuse d'avance pour les Indiens, mais les Indiens font pareil avec les Népalais, ils redessinent des frontières. Les Népalais ne les aiment pas. Ils font pareil avec le Pakistan, ils ont fait pareil avec Jammu et Cachemire en enlevant l'autonomie qu'il y avait sur Jammu et Cachemire, qui est une population musulmane. Et il faut voir que le BJP, il les aime pas trop, hein. Hein, c'est vraiment euh, Modi et ses amis portent bien son nom. Écoutez, l'anecdote, elle est simple. Il y a quelques semaines, il y a un avocat indien qui s'est fait défoncer par la police indienne. Le gouvernement, je crois, non, les autorités locales lui ont adressé des excuses en lui disant excusez-nous, la police vous avait pris pour un musulman. Et vous savez qu'on a l'habitude de les taper fort. On ne savait pas que vous étiez un avocat indien. Voilà, ça donne un peu l'état d'esprit des Indiens qui veulent te faire croire ensuite que. Voilà. L'Inde, c'est les castes. C'est dans certains États, c'est encore la femme qui est brûlée à la mort du mari. C'est voilà, faut pas mythifier Bollywood, hein, alors qu'à côté c'est des gens hyper nationalistes. C'est un pays qui voilà, c'est un pays du tiers monde, hein. Moi je suis désolé de le dire. Si t'es indien, ben, de toute façon si t'es indien tu me parles pas parce que tu nais automatiquement avec voilà, on est les meilleurs du tiers monde, c'est fini Nehru. Il n'empêche que voilà, il n'empêche que c'est la Hagra, le plus gros, au plus petit. Les Indiens vont aller emmerder les Pakistanais pour leur faire la guerre parce qu'il y a des tensions. Pakistanais amis des Chinois. Les Népalais n'aiment pas les Chinois et n'aiment pas les Indiens. Le Bhoutan, bon, ils se taisent mais ils n'aiment pas les deux. Les Bengalis n'aiment pas les Indiens. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Les Vietnamiens n'aiment pas les Chinois. Voilà, c'est parce que c'est l'Inde et la Chine, mais surtout
surtout la Chine, est un État agressif, hein. Et ça, c'est grâce aux Américains, c'est grâce à 2003. À partir de 2003, à partir même de 99, on a vu qu'on pouvait bombarder la Serbie et se foutre de la gueule du droit international, ou alors le manipuler et puis créer des pays artificiels, comme le Kosovo. À partir de là, en 2003, on a vu qu'on pouvait attaquer l'Irak et se foutre de la gueule de l'ONU et des vétos. Donc à partir de là, tout le monde, et il est là le problème, si je devais dégager une problématique de cet incident, c'est que maintenant, le droit international, il n'y en a pas. C'est juste un comportement mafieux. C'est des bandes affiliées à une famille mafieuse. Soit la famille OTAN, soit les Russes et les Chinois. Et chacun est affilié à une bande, chacun est un capot, et si tu as l'assentiment de ton chef de famille, comme Erdogan, comme j'ai envie de dire Poutine aussi, tu fais ce que tu veux. Netanyahou, Erdogan, le droit, c'est ça qu'on voit. La Chine se permet des choses en Inde, l'Inde se permet des choses, le Pakistan se permet des choses, tout le monde se permet des choses, mais au final, il est où le droit international? Parce que ceux qui sont chargés de l'appliquer ne l'appliquent pas, c'est eux qui le foulent aux pieds. Ce sont des coups de force progressifs qui ont amené la tension dans le monde et qui font que les gens s'arment, qui font que l'Iran veut une bombe nucléaire, qui veut que tout le monde veut sanctuariser son territoire. On s'est aperçu qu'avec une fiole, on pouvait envahir un pays et le détruire. Et depuis, il y a eu que des coups de force. Sarkozy en Libye va tuer un président, il détruit un pays 9 ans après, on ne lui demande pas de compte à rendre alors qu'on subit, nous. Qu'on soit libyen, qu'on soit tchadien, qu'on soit nigérien, merci pour la réponse, qu'on soit algérien, qu'on soit français, qu'on soit italien, on subit. Ce type, on ne lui demande pas de compte à rendre. Pourquoi? Parce qu'il nous emmerde. Il a eu l'autorisation des USA, d'Obama, il est allé. Erdogan en Syrie, c'est pareil. J'ai bien dit Erdogan en Syrie, pour les mal comprenants. Je ne fais qu'énumérer des faits, je suis pour personne, moi je suis payé par personne. Je suis payé par la pub, je suis désolé pour la pub, c'est pas moi qui la pose, c'est YouTube. Mais d'ailleurs j'en profite au passage, hein, c'est ce qui me permet quand même de financer un peu la chaîne. Maintenant je remercie Georges pour ton don PayPal, hein, qui me permet voilà, c'est bien, c'est agréable, un don, en plus ton don est un don sympathique de 50 euros. Je te remercie Georges, je ne vais pas donner ton nom de famille. Je remercie sur YouTube la personne qui vient de me faire un don aussi. Tu me diras si j'ai le droit de te nommer ou pas. Et je remercie mes patrons Patreon, mais il faut savoir que ça prend du travail tout ça. D'animer plusieurs chaînes et de faire des vidéos que j'essaye de faire avec le cœur et avec qualité. Et dire à certains, c'est du YouTube, les gars, hein, on se calme, hein, on se calme, hein. C'est pas vos familles, c'est pas vos business, c'est pas vos boulots, il faut vous calmer un peu, il faut vous détendre sur YouTube, hein. C'est oulala, des fois tu as des avis, on dirait que. Ou alors il faut accepter le jeu, hein. Si on critique tout, on critique rien. Voilà, mais il faut vous calmer. Moi, c'est tout ce que vous faites là, c'est que vous m'empêchez en fait de vous proposer des vidéos sur des sujets clivants. Je préfère les proposer à mes patrons sur Patreon parce que vous comprenez pas qu'on fait de la géopolitique, que on n'est pas pour l'un ou pour l'autre. Moi, je suis pour personne dans cette affaire. Je suis pour la paix et le droit international. Là, tu vois, là, j'ai parlé. Il y en a un qui va me dire t'es pro-indien, l'autre qui va me dire t'aimes pas les Indiens. Non, en fait, je vais t'expliquer. J'en ai rien à foutre. Si je croise un Indien, je lui dis bonjour et il me dit bonjour et ça se passe bien. Si je croise un Chinois, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, ça se passe bien. Je pense ça. Ça, c'est de la politique, ça. C'est pas des gens, ça. C'est pareil, je critique Netanyahou, je vais croiser des Israéliens. Ben, si je dois aller boire un café avec un Israélien, j'irai boire un café avec un Israélien. Si je dois être pote avec lui, je serai pote avec lui. Si c'est un Palestinien, c'est pareil. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a la politique et les gens à la vraie vie. Et dans la vraie vie, tu t'embrouilles pas pour de la politique. Tu t'en fous. Hein. C'est l'occasion, au contraire, de parler des choses qui rapprochent. Voilà, je voulais apporter cette digression. Et surtout de préciser que cet incident-là, il ne va pas entraîner une guerre nucléaire, hein, des deux côtés, mais ça va être encore une accumulation d'eux, et c'est lié à tous les coups de force qui ont été permis depuis, je te dis, depuis que les Américains ont foulé au pied le droit international qu'ils prétendaient défendre, et qu'ils utilisent de temps en temps pour sanctionner des pays qui ne sont pas de leur famille. Et pour les Russes, c'est pareil. Oui, je sais, la Crimée, j'aurais fait pareil. Mais juridiquement, elle n'est pas à la Russie. Ne me dis pas, oui, mais il n'y a que des Russes depuis 2 siècles, sinon Marseille est à l'Algérie, alors à ce moment-là. Si on pense. Ce que je suis en train de t'expliquer, peu importe que la Crimée, peu importe l'Ukraine, peu importe la Syrie, peu importe la Libye, peu importe, enfin, peu importe. Je suis en train de t'expliquer qu'il n'y a plus de droit international. Depuis 90, 91. Il y a juste des comportements de droit du plus fort au plus faible. Et c'est ce que fait la Chine, puisqu'elle a vu que c'était comme ça que ça marchait. C'est ce qu'a fait Poutine. Il a vu qu'en Ukraine, on pouvait fomenter des révolutions et détruire un pays, hein. Les Ukrainiens, vous avez gratté quoi avec Nutland? Et ceux qui nous traitaient de complotistes, les Américains avouent avoir mis 5 milliards pour déstabiliser l'Ukraine, pour l'intégrer dans l'OTAN et emmerder les Russes, et vous continuez à nous dire qu'on est complotistes. Et vous n'arrivez pas à faire le lien avec la Syrie? Ah mais non, la Syrie, c'est pas pareil.
Oh, la stupidité de certaines personnes en géopolitique, mais enfin, c'est même plus de la stupidité, c'est de la mauvaise foi en fait, c'est du blocage. Mais quand tu vois donc des gens qui avancent par coup de force, par coup de poker, par la menace, par l'insulte, par le chantage, c'est ce que font en ce moment les USA en disant aux pays, même des pays européens qui veulent reprendre langue avec la Syrie, si vous reprenez langue avec la Syrie, on vous bloque le marché américain. Vos banques coulent, vos boîtes coulent, et on vous attaque par derrière. Ça veut dire des attentats terroristes en général. Quand Netanyahou, les USA menacent un pays, tu peux être sûr qu'il y a des attentats terroristes qui vont se réaliser et c'est des islamistes. Et puis tu peux être sûr que c'est Katz, là, l'israélienne d'intelligence online, qui a toutes les infos. Avant même le truc démarre, elle a toutes les infos. C'est marrant ce site Intelligence Online, un site d'une américano-israélienne, Katz, qui travaille avec tous les services possibles, et qui elle est toujours là quand il y a un attentat, il y a toujours quelqu'un de chez elle, et elle sait tout avant tout le monde, avant même les gars qui ont agi. Voilà, c'est ça qui amène à cet incident. Je viens de dézoomer là, tu vois, je viens de dézoomer. C'est pas l'incident en lui-même, bon, ils se sont mis sur la gueule, ça a cogné, ok. Ça va pas aller à la guerre. Ouais, les uns essayent d'avancer et les autres ont du mal à défendre leur territoire. Ça montre bien qu'un pays doit être fort. Pour qu'un pays doit être fort, il doit avoir une armée forte. Pour avoir une armée forte, il faut avoir de l'équipement. Hein, c'est pas que du courage. Pour avoir de l'équipement, il faut avoir des écoles, un peuple civilisé, des gens qui travaillent, hein, et qui sont civilisés, qui vont dans des écoles, qui créent des filières d'excellence, qui soient cultivés. C'est ça un pays. C'est pas un pays qui consomme ou qui est sur Facebook. Sinon, après, tu achètes des armes à d'autres pays, puis à un moment donné, il y a la guerre, tu n'as pas d'argent pour acheter des armes, tu donnes ton or, tu vends l'or de tes femmes, puis au bout d'un moment, voilà, parce que tu sais pas faire un drone. Et après, il faut pas chialer, c'est la vie, c'est comme ça. Sinon, tu vas te retrouver comme à l'époque, les mecs avaient des canons et les autres avaient des lances, ou ils étaient en chameau. Et là, tu sais que, voilà, c'est très compliqué pour toi. Alors, je connaissais pas cette zone-là en bleu, là, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, cette zone en bleu. Apparemment, ce jour-là, il devait se passer des choses, hein. Ah ouais. Ouais, c'est Google Satellite, mais je sais pas ce qui se passe là. Alors, c'est un delta, donc il doit y avoir du dégazage, hein, je sais pas, peut-être que le Bangladesh a pété. Et que ça donne cette notion. Bon, je vais me calmer. Non, mais ça, c'est pour rajouter une petite tranche d'humour, hein. Ah oui, non, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter d'autre? Donc, la problématique, elle est là. Tu remontes du fait, tu vois, regarde. Allez, on va te la faire un peu entretien libre à la Rayad Roosevelt. Il y en a qui comprendront la lutte. Regarde, par exemple, je vais partir de Mowgli, le livre de la jungle. Non, je rigole. Qui habite là? Non, mais sérieux, à part Tarzan qui habite là. Putain, on se croirait à Chevaline, près du lac d'Annecy, tu sais. Non, mais je vous rigolez, mais ça ressemble à l'Isère et à la Savoie, la Haute-Savoie, hein. Bon, sauf que les vallées doivent être plus encaissées. Regarde, là, c'est le fait. Ils se bagarrent. Tu remontes. Ils se bagarrent où? Ouh, on est en montagne, il y a de la neige, il fait froid. Regarde, je remonte, oh, Islamabad, oh, l'Himalaya, le Pendjab, ouais, Sandokan, tout ça. Hop, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Eh ben, tu zoomes comme ça intellectuellement. L'Inde, ah oui, l'Inde, la Chine, ils se sont battus en 61 ou en 62 et ils s'affrontent tout le temps. Oh, le Bhoutan, oh, le Népal, oh, le Tibet. Et petit à petit, tu dézoomes. Regarde, regarde. Non, je veux pas aller là, moi. Laisse-moi. Tu dézoomes, tu dézoomes. Ah, et qu'est-ce que tu vois? Non, ne me dis pas la Terre elle est plate, arrête. Non mais si. Ah, oui, tu vois des failles, la ceinture de feu là. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le monde. Et puis tu vois des choses intéressantes. Une carte vaut mieux que 1000 discours. Tu vois que les USA et les Russes font du bouche à bouche là. Ils s'abouchent comme dirait la gare des Michards. Encore une paire, hein, t'as vu? C'est bien ça. Ah, t'as Jackie et Michel aussi, pour ceux qui préfèrent. Tu- Voilà, tu vois ça. Regarde, regarde. Lui veut prendre ce morceau et le plugger à lui. Et lui aimerait bien que ce morceau-là reste avec lui, qu'il en a besoin. Parce que ça, c'est riche. Mais ça, il faut que ça reste un continent économiquement riche avec des consommateurs blancs ou métissés de préférence pour atténuer un peu, hein. Voilà, on affaiblit un peu les peuples. Par le métissage de force, je ne parle pas du métissage individuel, ça c'est une aventure individuelle, on parle du métissage forcé et massif. Détruire des cultures, abattre des statues, opposer les gens et faire en sorte qu'il n'y ait aucune conscience politique. Et puis si on peut défoncer les ceintures, première ceinture, Maroc, Algérie, Libye, Égypte, ça c'est la première ceinture, ça, de protection avec les mers, hein. La Méditerranée étant la deuxième ceinture pour moi, la ceinture intérieure, on va dire que ça c'est la deuxième ceinture plutôt. Voilà. Et là tu comprends beaucoup mieux. Alors tu vas me dire le rapport avec l'incident là.
Ben, c'est toute la politique depuis 50-60 ans de puissances qui, petit à petit, sont passées d'un multilatéralisme, chacun sa région, gère sa région, qu'il n'y ait pas trop de bordel, vous empêchez les chefs haillons locaux de faire trop de massacres, sinon vous intervenez. Et c'est ce que demandent la Chine et la Russie. Acceptez-nous, on veut être des tauliers. Et la vision nouvel ordre mondial, donc c'est une autre faction, c'est pas la faction Trump, c'est une autre faction, c'est on veut le monde entier et tu fermes ta gueule. Et toi, on veut te faire disparaître, et toi, on veut te faire disparaître. Tu comprends que ça ne pourra aller qu'à la guerre. Parce que c'est deux visions qui supposent que l'autre vision n'existe pas. Quoique d'un côté russe et côté chinois, on est d'accord pour que les USA dirigent plus ou moins le monde, mais leur laisse leur zone à eux. Le problème, c'est que là, tu as deux factions. Tu as la faction Trump qui veut diriger le monde au bénéfice des Américains et il lui faut un socle pour s'appuyer. Et les autres qui veulent refaire, qui ont un projet civilisationnel différent, qui passe par une guerre, qui passe par des chocs successifs. Hein. Et je te parle que de géopolitique, je te parle ni d'Illuminati ni de reptiliens. Je te parle de politique annoncée depuis très longtemps, un nouvel ordre mondial, une monnaie unique. On s'appuie sur la technologie de l'IA avec la colonne vertébrale qui est Internet, le Wi-Fi, et on dirige. C'est des visions. Tu vois, l'incident me permet, quand je dézoome, de voir que, et cette vision-là, donc américaine, unilatéraliste, enfin demi-américaine, fait que on casse le vieux monde, les vieilles structures, les vieilles habitudes où on avait l'habitude de discuter avec la Chine, avec les puissances régionales et les grosses puissances équivalentes, on va dire la Russie, la Chine, l'Europe était plus ou moins respectée, c'était un allié, c'était plus un larbin. Et tu avais les gros chefs de chantier régionaux, l'Algérie, la Turquie. On cherchait pas à détruire l'Iran coûte que coûte alors qu'il y avait plus à gratter en étant avec. Ça, c'est le vieux monde. C'est le monde qu'a décrit Francis Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire. Et le choc civilisationnel, c'est ce qu'a écrit Samuel Huntington. Mais j'invite les gens, lorsque vous évoquez Samuel Huntington et le choc des civilisations, je vous invite à aller le lire le livre, hein, déjà avant d'en parler. Allez le lire, parce qu'on lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit, quoi. Huntington n'a jamais prôné un choc des civilisations, il n'a fait que constater des mécanismes tectoniques qui allaient se produire et qui se produisent. Donc il vaut mieux lire le livre et arrêter de lire les quatrièmes de couverture ou la page Wikipédia du livre. Faites comme ce que nous faisons avant, ce que nous faisions avant. On prenait le temps de lire des livres, de les digérer pour mieux les comprendre. Parce que là, on en est arrivé à leur faire dire, les pauvres, Huntington, il est en train de dire, enfin, il est mort depuis, et j'ai pas dit tout ça, moi. Même Fukuyama, il est en train de dire, mais vous me faites dire quoi? Fukuyama, Francis Fukuyama, 92, la fin de l'histoire. Très bon livre, hein, c'est à 10 euros à mettre dessus. Je pense même que tu peux l'avoir d'occasion. Moi, j'achète souvent des bouquins d'occasion. Donc, fin de l'histoire. À l'orée 2000-2001, avec le 11-9 qui a été le détonateur, on a donc quasiment une guerre du nouvel ordre mondial contre tous, contre les peuples, contre les États, contre l'ancien système. Et c'est ce que n'ont pas compris beaucoup de gens qui continuent à parler de complotisme et qui voient le monde sous l'angle de la version officielle ou du complotisme. Ils n'ont pas compris qu'on était dans le climax. On était dans les 20 ou 30 ans de chaos qui allaient forcément déboucher soit sur une victoire de ce nouvel ordre mondial, qui semble inéluctable. Je suis désolé parce que les peuples, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Les peuples sont des consommateurs, puis ils ont fait ce système. Déjà, il faut mettre 60 ans pour expliquer à des gens que ce que nous disons n'est pas complotiste, c'est l'histoire en marche. Même nos ennemis ricanent en disant tu veux libérer des cons. Moi, c'est ce qu'on m'a dit un jour, hein, tu veux libérer des cons. Alors non, je veux libérer personne, je suis sur YouTube et puis moi-même je suis un con, je pense aussi. Hein. Je pense que c'est une mauvaise approche, mais ça me fait. Mais j'ai l'honnêteté de dire que je n'ai pas confiance dans les peuples. Je pense que le nouvel ordre mondial va gagner. Quelque part, c'est comme s'il y avait. S'ils nous avaient hypnotisés. On dirait une sorte de marchand là qui balance de la poudre de perlimpinpin, tout le monde est hypnotisé, personne capte, tout le monde est dans l'émotionnel, ça se bagarre, ça se bouffe la gueule sur des détails, ça parle, mais pendant ce temps le truc avance. Donc ce nouvel ordre mondial contre l'ancien. Et on est dedans. Et moi, cet incident-là, c'est juste que la Chine a compris les règles maintenant. La loi du plus fort, elle les a compris depuis 10 ans. Enfin, elle les a compris depuis, je pense même depuis le départ. Elle s'est dit, attends, on va devenir fort et puis on va faire pareil. Mais ce qui a décomplexé tout le monde, c'est plus d'ailleurs 2003 que 91, c'est la guerre en Irak. Les Américains ont dit on fait ce qu'on veut et depuis ils font ce qu'ils veulent. Ils en sont à faire des lois extraterritoriales pour gérer le monde. Le truc totalement illégal. Je fais une loi, si toi tu discutes avec lui, je vous sanctionne.
Vous n'avez pas accès au dollar, alors que je l'ai imposé comme monnaie internationale, il faut faire fort. Vous n'avez pas accès à SWIFT, vous n'aurez pas accès au GPS, vous n'aurez pas accès aux cartes Visa, vous n'aurez pas accès à l'économie intégrée dans laquelle on vous a fait rentrer pour vous ligoter. Et en plus, on va vous créer des coups d'État, on va vous créer tout un tas de choses. Il y aura du bashing, il y aura du Alain Bachung, il y aura tout. Ça, c'est le dézoomage en partant de là. Voilà, en partant de là. Mais je peux partir de n'importe quel événement, voilà, en partant de là. Donc voilà. Donc tu vas me dire, oui, mais les Chinois, pourquoi ils déclarent pas la guerre? Parce que les autres ont l'arme nucléaire. Donc ça va leur coûter un bras quand même. Et le but des Chinois, c'est de grossir et d'être suffisamment puissants pour affronter directement. Et ils veulent aller en finale. Ils veulent aller en finale. Ils veulent pas faire demi ou quart de finale. Pour eux, l'Inde, c'est un quart de finale. La Russie, c'est une demi-finale et c'est les USA, la finale. Ce qui les intéresse pour l'instant, c'est le gros danger. Et là-dessus, ils ont leur priorité. Donc là, ils taquinent à droite, à gauche, sachant que l'Inde, en plus, les Américains lui font les yeux doux après avoir fait les yeux doux au Pakistan. Les Russes lui faisaient les yeux doux et puis là, ils sont un petit peu en période de... Voilà. Sachant que c'est ce qui les intéresse, c'est là, tu vois. La ligne Japon, Taïwan, Luzon, c'est bizarre comme nom là, dans le coin. Luzon, Philippines, cette île-là. Ils veulent plus voir de bateaux américains dans le coin. Ni là, en mer Méridionale, c'est là où ils chopent toutes les îles, hein, les Paracels. Ah, et c'est à eux maintenant. Voilà, toutes les petits îlots et autres. Tiens, on va aller faire un coup de... Jeter un œil, hein, Paracels. Ah, on se croit dans l'espace où tu regardes où tu sais, des bacilles. Alors il y a des endroits qui sont noircis. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de voir. C'est là où sont installés le matériel. C'est là où est installé les batteries côtières, les radars, les troupes, les avions, les pistes d'atterrissage, leurs bateaux, leurs radars anti-aériens, tout ça, voilà. Donc, l'objectif pour eux, c'est déjà d'avoir leur mer à eux. Ça repoussera les Américains à cette ligne déjà. Et ensuite, éventuellement, de les repousser un peu plus loin encore. Mais pour ça, ils auront leurs avions, leurs porte-avions, leurs missiles, leurs batteries côtières, leurs missiles longue portée, etc. Tout est lié, gars. Tout est lié. J'en veux... On emmerde les Iraniens parce qu'ils fournissent du pétrole aux Chinois. C'est ça qui fait que. Le Moyen-Orient, voilà, les routes de la soie. L'Inde, en ce moment, est soutenue par la France. On soutient toujours les losers, je sais pas pourquoi. Je sais pas, on doit aimer ça. Euh, et qui veut contrer, avec le Japon, qui veut contrer donc la Chine et qui crée des routes à elle économiques. Donc on leur propose de passer par, de pouvoir se ravitailler à la Réunion, on leur propose tout un tas de choses. Voilà, voilà, c'est fini. J'ai essayé de te faire quelque chose de complet et surtout de te parler d'une situation géopolitique en zoomant et en dézoomant. Voilà, en partant d'un événement, hein, la vallée de Galwan. Un événement dramatique, hein, parce que bon, faut pas se réjouir de la mort de gens. Hein. Je veux dire, c'est dommage de mourir comme ça alors qu'ils auraient pu. Ils seraient encore en villa s'il n'y avait pas eu toutes ces. Voilà, c'est pareil, quoi. Ils se battent, mais ils savent même pas pourquoi ils se battent des deux côtés, quoi. Ils se battent pourquoi la patrie, mon cul. La Chine, c'est 9 millions de kilomètres carrés, c'est pas en venant emmerder les Indiens ici qui, bon, voilà, et tout. Et quant aux Indiens, ils font la même chose aux Népalais, ils font la même chose aux Pakistanais, qui eux-mêmes jouent leur petit jeu en Afghanistan. Voilà, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc tu vois, la géopolitique, relax, c'est pas le réel. J'ai essayé de te donner mon point de vue sur cet événement. J'ai essayé de t'apporter une valeur ajoutée. J'ai essayé d'accrocher ça à la problématique ambiante, la vraie problématique, le vrai sujet, hein, qui est justement l'absence d'un véritable droit international, la démission du système qui gérait le monde, qui est disloqué, et les participants à ce système qui jusque-là géraient les crises, géraient le monde et évitaient qu'il y ait des guerres, ou en tout cas des grosses guerres, et s'entendaient au Conseil de sécurité de l'ONU, depuis les années 90, mais surtout depuis les événements en Serbie, les Américains ont détruit ce système juridique, système dont ils continuent à se prévaloir pour attaquer d'autres pays. Et il est là le vrai problème, parce que s'il y avait un vrai système comme ça, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas tout ça. Ou alors ça serait réglé sur un plan juridique. Comment est-ce que, et là je suis ni pour les Chinois ni pour les Indiens, hein, mais comment est-ce qu'on peut envahir une zone aussi grande que ça et la garder pendant 50 ou 60 ans alors que tout le monde sait qu'elle n'appartient pas à la Chine? Même géographiquement parlant, elle n'appartient pas à la Chine, cette zone. Alors pourquoi tu viens gonfler tout le monde? Eh ben, s'il y avait véritablement un droit international, il n'y aurait pas ce problème. Il y aurait, eh ben voilà, tu vois, l'ami Netanyahou, c'est ironique quand je dis l'ami Netanyahou, là, il décide de prendre 60% de la vallée du Jourdain, qui était réservée aux Palestiniens, au mépris du droit international. Ben ouais, il est pote avec Trump, il est pote avec les Américains, on lui a dit vas-y. Erdogan, il peut se permettre de garder la province d'Idlib.
Les Chinois peuvent se permettre. S'il y avait un véritable ONU avec 5 barbeaux, on va dire même 10 barbeaux, parce que je ne vois pas pourquoi le Brésil n'y serait pas, je ne vois pas pourquoi l'Inde n'est pas au Conseil de sécurité permanent, ni le Brésil, ni le Japon, ni certains pays, on devrait équilibrer. Il faudrait au moins 2 pays africains, l'Afrique du Sud, même 3, l'Afrique du Sud, un pays du centre, et voilà, et un pays arabe de l'Afrique du Nord. Il faudrait ça au Conseil de sécurité, et là, ça serait vite réglé. Netanyahou, en 2 semaines, tu le mets à l'amende. Sans guerre. Netanyahou, voilà, les Américains viennent de lui offrir 38 milliards de dollars en 10 ans, alors qu'ils ont du mal à financer leur propre système éducatif. On se demande qui dirige. On va encore me dire que c'est un cadeau empoisonné de Trump à Netanyahou. 38 milliards sur 10 ans, 3,8 milliards par an, sans compter les aides militaires diverses, les aides civiles diverses et tout ce qui va avec. Si tu lui dis demain je te coupe l'argent, il s'arrête. Et lui c'est pareil, c'est un mécanisme. Il représente une force qu'on aime ou on n'aime pas. Et si tu le bloques pas, s'il y avait un droit international, le problème palestino-israélien, il serait réglé vite fait bien fait, hein. Il serait réglé en un an. En un an, il y a un plan de pays. Parce que, excuse-moi, il y a à boire et à manger pour tout le monde là-bas. Mais là, non. Parce que depuis 2003, il suffit de montrer des fioles, de dire que Al-Qaïda ou Al-Machin chouette, et c'est réglé. Et la télé qui sort ça, et les braves gens qui ont peur, et on décide pour se défendre d'attaquer l'autre, hein. Oui, c'est un nouveau concept américano-israélien, le concept de l'attaque défensive. J'avais jamais vu ça avant. Bah ouais, je marche dans la rue, je vois un type, j'ai peur d'un coup. J'ai peur qu'il m'attaque, je lui mets une grosse patate dans la tête. C'est ça, hein, c'est ce que font les Israéliens. Bah oui, parce que sinon il aurait pu m'attaquer. En plus, il m'a regardé. Voilà. Eh ben, il n'y aurait pas tout ça s'il y avait eu un droit international, comme il n'y aurait pas eu la Libye, comme il n'y aurait pas eu tout ça. Donc à qui profite le crime? À ceux qui sont en train de détruire l'ancien monde pour installer un nouvel ordre mondial, un nouveau monde. Et encore une fois, je le dis, on parle de nouvel ordre mondial, d'humain. Là, c'est la planète, ils veulent la planète entière. Et parce que maintenant, ils ont la... Pourquoi pas avant? Parce que maintenant, ils ont la technologie pour contrôler tout le monde. Avant, ils ne l'avaient pas. Hein, c'est comme l'anti-aérien. Pourquoi avant, ils ne faisaient pas des A2AD? Parce qu'ils n'avaient pas la technologie. Ils plaçaient des batteries tactiques un peu par là, à droite à gauche, mais ils n'avaient pas de trucs centralisés véritablement. Enfin, à part 2, 3 pays encore. Il faut que tout suive. La technologie, la volonté politique pour que l'agenda marche, et la maturité ou la non-maturité des peuples. Et puis après, on trouve le moment, on attend l'incident, on attend l'attentat qui va bien, le vaccin qui va bien, enfin le virus qui va bien, le crime raciste qui va bien, et on fait avancer sa petite affaire. On n'a plus besoin de provoquer, on sait que statistiquement, il y aura un truc qui, à un moment donné, te permettra de faire avancer ta petite affaire. Un peu comme ces états policiers qui attendent juste qu'il y ait un peu de bordel, ils ne le provoquent même pas, et hop, Patriot Act. Quoique là, ils l'ont provoqué, mais bon, bref, chacun peut penser ce qu'il veut. Sur ce 11 septembre, je suis en train de travailler dessus d'ailleurs, puisque je prépare un débat avec Titi. Hein, Titi? On va discuter du 11 septembre, toi et moi, parce que toi, tu m'as demandé, et puis parce que je pense que tu es abonné, en tout cas, tu es là, tu interviens. Donc t'inquiète, je suis en train de travailler sur le 11 septembre, parce que contrairement à tout le monde, je pars pas avec un avis préconçu. Là, j'essaie de partir à neuf. Donc je suis en train de voir toutes les vidéos et de débunker toutes les vidéos qui vont dans le sens d'un 11 septembre fabriqué. Et ensuite, j'irai voir le reste, j'irai voir Jérôme Quillan, j'irai voir tous ces gens qui travaillent pour te dire non, non, c'est un véritable attentat. Parce que peut-être qu'il y a méprise. Moi, je dis pas qu'il n'y avait pas de tour, je dis pas qu'il n'y avait pas d'avion, je dis pas qu'il y avait 19 Arabes au passage chez des Séoudiens, hein. C'est bizarre qu'on attaque l'Irak. Je dis pas tout ça. Je dis juste que quand tu remontes en amont, ces gens travaillent pour des services, qui travaillent pour des gens, qui travaillent pour des gens, et à la fin, tu t'aperçois qu'une une partie de l'appareil d'État israélien et américain et séoudien savait à l'avance ce qui allait se passer. Et ça a permis ensuite, à qui profite le crime, ça a permis ensuite. Ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la thèse de beaucoup de services de renseignement, beaucoup d'ex du renseignement. J'ai eu la chance de discuter avec des gens qui, en privé, te disent exactement ce que je dis. Mais eux, c'est sourcé, c'est des avis. Voilà, le 11 septembre qui était annoncé depuis un an, et des services comme les services algériens l'ont annoncé un truc avec des tours à New York le 11 septembre. Après, encore une fois, c'est comme pour le Covid. On a assisté à un festival d'incompétence du FBI, de l'armée. Hein, il suffit de voir l'enquête. D'un coup, il n'y avait plus d'avion. D'un coup, l'autre, il était au golf. L'autre, 3 jours avant, on l'a changé. L'autre, il n'était pas là. L'autre, il n'a rien fait. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant, tous ceux qui ont failli lors de ce 11 septembre, qui est quand même un événement fondateur, puisque c'est le passage entre l'ancien monde et le nouveau monde. Le monde de je fais ce qui me plaît, j'ai des avions, je te bombarde, je te casse la gueule. C'est ça, hein. Ben, tous ces bras cassés-là ont été décorés, ont été promus.
Je te rappelle qu'il y a eu 3000 morts. Donc voilà, donc je travaille sur ça. Les amis, n'hésitez pas à pousser. Merci à tous ceux, notamment hommes, qui me mettent un com pour le référencement. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un message pour donner leur avis. Pas forcément du même avis que le mien, mais au moins c'est plaisant, hein. Je vous répondrai tous lors d'un prochain question-réponse. Peut-être lundi, c'est sûrement même. Lundi, je vais faire un live. Et je pense que je vais faire un question-réponse en direct. Comme ça permettra aussi à ceux qui le veulent de me poser des questions. Il ne parlera que de géopolitique. Et on verra ça lundi vers 21h. Je vous rappelle que mercredi, nous aurons le plaisir d'accueillir Pascal. Et là, on va faire plein de lives là, qui arrivent. Je prépare des lives. Je prépare des lives et des concepts tout l'été. Donc on va démarrer crescendo. On va faire des lives. Mais il faut que ce soit, effectivement, il faut que ce soit des lives intéressants. Donc dorénavant, je ne parle pas du live invité. Je ne parle pas du live où je suis seul à répondre à vos questions, mais dorénavant, je vous le demande gentiment, si vous montez avec un bon micro et avec des choses à dire sur le sujet. Je vise personne, hein, attention, hein. C'est que là, on va essayer que ce soit pointu. Voilà. Donc les gens qui monteront, voilà, essayez d'avoir un bon micro. Et voilà. Et s'il y a des gens qui montent comme ça et qui restent et qui parlent pas, et là je parle pas de Pascal, hein, mais envoyez-moi un mail pour me dire si vous avez un souci. Sinon, montez pas. Pourquoi tu montes, tu t'installes, tu dis rien. Tu prends la place de quelqu'un qui a envie de dire des choses. La dernière fois, il y a plein de gens qui ont voulu monter, qui n'ont pas pu monter. Voilà. Le prenez pas mal, hein, on discute entre nous. Je parle pas de ceux qui sont montés, qui parlaient. Ceux-là, à la limite, merci d'être montés. Merci à Arsenio, merci à Fabien, merci à Gabriel, merci à Lionel, merci à Pascal. Bon, Pascal, tu auras le temps de t'exprimer mercredi. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur cet événement, discussion à bâton rompu. Puis j'en ai profité un peu pour apporter un peu de valeur ajoutée, en tout cas des choses personnelles, hein. Et je vous souhaite à toutes et à tous, donc il est 1h du matin, on est lundi 29, donc je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt et des vidéos sur Patreon arrivent, une vidéo sur les réseaux Stay Behind et une vidéo sur la tuerie de Chevaline, il faut juste que je l'enregistre et que je la monte. Bye.